Bonjour à tous. Vous allez poursuivre dans un instant l'audition d'Arnaud Montebourg et d'Axel Lemaire devant la commission des affaires économiques du Sénat. Alors les ministres étaient auditionnés sur les questions de numérique et de téléphonie mobile. Le ministre de l'économie est en particulier revenu sur la nécessité, selon lui, de revenir à 3 opérateurs mobiles. Arnaud Montebourg qui incite donc les opérateurs à chercher des rapprochements selon les combinaisons qu'ils voudront. Mais le ministre a également relativisé les risques de remontée des prix du fait de la présence de l'opérateur Free sur le marché. Voilà, tout de suite donc direction la salle Médicis. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux, le président Val et moi-même, de vous accueillir à l'issue d'un cycle d'auditions. Le nous peut être collectif, monsieur Jean Bizet. D'un cycle d'audition des opérateurs de télécommunications. Ce fut très riche d'ailleurs d'enseignements pour nous, y compris en particulier l'audition de Numéricable, de SFR, moins peut-être l'audition de Free et de Bouygues, mais bon, d'Orange on connaissait un peu plus quand même déjà. Ces auditions sont succédées alors que le secteur des télécoms connaît des évolutions importantes. Nous souhaitons donc vous entendre sur l'appréciation que vous portez sur la situation économique du secteur et des opérateurs à court et moyen terme. Selon vous d'ailleurs, est-ce que les règles de la concurrence sont-elles respectées? La viabilité économique des opérateurs suppose-t-elle une concentration de ceux-ci, tel qu'on le voit se pointer? Par ailleurs, les investissements nécessités par le déploiement de la fibre sont-ils effectivement réalisés et ne faut-il pas revisiter le plan fibre avec les nouvelles donnes de l'arrivée d'un nouvel opérateur qui est Numéricable avec une nouvelle technologie qui n'est pas exactement FTTH? De façon plus large, et je vous ai écrit à ce sujet la semaine dernière, ne pensez-vous pas que le plan national donc de très haut débit devrait être actualisé pour tenir compte non seulement des nouvelles configurations, mais de la nouvelle technologie qu'imagine Numéricable en utilisant le coax en phase terminale? Je vais donc laisser la parole au président Raymond Val pour ajouter quelques mots, notamment sur la couverture numérique du territoire, qui constitue un enjeu primordial pour nos collègues. Je ne peux pas passer sous silence complètement une proposition de loi modération de l'exposition aux ondes électromagnétiques qui m'occupe sérieusement depuis quelque temps et dont je ne sais toujours pas tout à fait comment revisiter les termes de cette sédimentation de compromis qui ont conduit à un texte sorti de l'Assemblée nationale qui, comme d'habitude, constitue un brouillon que nous devons mettre au propre. Non, mais attends, il y a des choses redondantes et contradictoires, donc il va falloir trouver des solutions. Et en particulier en sémantique, sur les équipements terminaux, les équipements radioélectriques, qu'est-ce que c'est tout ça? Et le ménage qu'on doit faire là-dedans. Bien. Ensuite, bien sûr, la priorité sera donnée au groupe d'études Postes et Télécommunications qui vous poseront les premières questions. Puis, bien sûr, ceux de mes collègues qui voudront vous interroger. Je ne suis pas sûr que vous soyez obligé de passer sous silence non plus les négociations entre General Electric et Alstom. Enfin bon, mais je vous laisse libre de votre expression, monsieur le ministre. Raymond? Alors, ce qui est intéressant avec le président Raoul, c'est qu'une fois qu'il a parlé, tout a été dit, monsieur le ministre. Donc, sachez qu'on est très heureux aussi avec les membres de la commission des ordres durables de vous accueillir, et c'est sous l'aspect de l'aménagement du territoire, qui est une de nos compétences, que nous vous interrogerons bien sûr sur l'avancée de ce plan et puis les difficultés qu'on peut avoir sur le terrain, puisqu'il y a un certain nombre de schémas qui sont bien avancés, qui ont reçu des accords, et on a ici le président de la VICA qui ne manquera pas de nous en parler avec une vision nationale. Donc c'est vrai qu'on s'interroge aussi sur le fait de savoir si on ne peut pas, dans certains territoires, vraiment utiliser, optimiser des infrastructures qui existent et qui parfois n'apparaissent pas sur les schémas. On a beaucoup de mal à exhumer ces fibres qui sont dans ces territoires et qui parfois pourraient simplifier ces schémas. Tout ça, nous en parlerons tout à l'heure. Et comme le temps nous est compté, je préfère tout de suite vous donner la parole, monsieur le ministre.
Merci, messieurs. Merci, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs. Peut-être pour répondre à aux préoccupations soulevées par vos interventions sur le secteur des télécoms, peut-être pourrais-je résumer la situation en disant que aujourd'hui, nous n'avons pas résorbé les effets de nature sismique de l'arrivée d'un nouvel opérateur qui s'appelle Free, qui est une décision qui a été prise dans des conditions qui peuvent parfaitement être justifiées politiquement, mais dont les conséquences n'ont pas été anticipées. Est-ce que cela revient à condamner tel ou tel opérateur, et particulièrement celui-là? La réponse est non, puisque ce sont les pouvoirs publics qui ont décidé de procéder par l'intensification de la concurrence, considérant que la concurrence devait tenir lieu de politique tout court, ce qui n'est pas la position du gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir. La concurrence est parfois nécessaire, parfois elle est contre-productive, elle est destructrice. L'idéologie de la politique industrielle passant par la concurrence, parfois est destructrice comme toute idéologie. Donc il faut être pragmatique, équilibré, raisonnable. Donc nous pouvons constater un premier effet, c'est que les prix sont descendus. C'est donc un avantage pour le consommateur, il faut le reconnaître et s'en féliciter, puisque c'est un avantage important. Mais cette situation n'est pas durable. Elle est même dangereuse si elle venait à se prolonger. Pour quelle raison? Parce que quand vous avez finalement des opérateurs qui font une offre de services, qui se font une concurrence déchaînée par les prix, déclenchant une guerre des prix qu'on n'a pas connue, amenant la France à être un des pays, peut-être le pays, où les prix sont les plus bas au monde, avec peut-être, je crois, Israël, si on compare les services, puisque ce sont toujours des services différenciés et distincts. Et donc, nous avons une situation où les prix sont les plus bas, et donc nous avons des dégâts sociaux et économiques et industriels. Nous avons assisté à une accélération des délocalisations de centres d'appel, à la recherche du low-cost chez les équipementiers par les opérateurs dans leurs équipements télécoms. C'est l'arrivée de Huawei et surtout de Huawei sur le marché européen au détriment d'Alcatel. Ce sont quand même des conséquences que nous avons payées en termes de plans sociaux, même si ce n'est pas la cause unique des difficultés d'Alcatel. Nous avons connu aussi une remise en question du système serviciel qui était notamment les boutiques, la distribution des services qui étaient attachés aux anciens opérateurs. Donc vous avez eu des dégâts sur l'économie du service avec des destructions d'emplois. Je prends l'exemple de Phonahouse qui a dû être liquidé. Et puis des plans sociaux chez les opérateurs. Il y en a eu un chez SFR. Ils ont été généreusement indemnisés, ce qui explique qu'on en a peu entendu parler, mais ils ont existé. Chez Bouygues Télécom, il y en a déjà eu un, et un autre semble être annoncé, et beaucoup plus important que le précédent. Donc si, à chaque fois qu'on déclenche la concurrence, son intensification, nous subissons une guerre des prix destructrice, qu'est-ce que finalement on a obtenu? Le consommateur a gagné, mais finalement le producteur est en train de disparaître. Donc ce n'est pas un bon équilibre. Donc il faut le rétablir. Je veux d'ailleurs donner quelques indications sur les problèmes liés aux investissements. Si nous avons 20 milliards à mettre dans la fibre à la maison, comme on dit, FTTH, il n'y a pas 36 solutions. Soit ce sont les opérateurs qui investissent parce que c'est leur intérêt, ou parce qu'ils le peuvent, soit s'ils ne le peuvent pas, alors que c'est leur intérêt, parce qu'ils ont des marges trop écrasées, les prix maintiennent la pression sur leurs investissements, eh bien, c'est les contribuables qu'il faudra une nouvelle fois solliciter. Et donc nous avons à trouver le bon équilibre dans le secteur. Voilà pourquoi, depuis 2 années que j'ai en charge ce secteur,
j'ai multiplié les déclarations toujours concordantes expliquant que la situation européenne, de manière générale, n'était pas acceptable, et pas seulement française. Combien y a-t-il d'opérateurs pour les 300 millions de clients américains? 3, 3,5, avec les consolidations en cours. Combien y a-t-il d'opérateurs pour les 800 millions de clients chinois? 2,5, 3. Combien y a-t-il d'opérateurs pour les 400 millions d'Européens? 120. Balkanisation, émiettement de l'offre, affaiblissement des opérateurs. Combien y a-t-il d'opérateurs européens en bonne santé? Bonne question. Je ne me permettrai pas de donner un chiffre. Mais faites cette analyse. Allez voir les comptes de tous les opérateurs européens et vous verrez ce que l'idéologie obstinée, obsessionnelle de la mise en concurrence, y compris par les infrastructures. Qu'est-ce que la concurrence par les infrastructures? C'est celle qui consiste à dire aux opérateurs, vous pouvez multiplier les équipements qui sont en double, en triple, en quadruple parfois, ça n'a pas d'importance, et vous pouvez donc abandonner les zones peu denses, parce que là, il n'y a pas de clients. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où c'est, dans cette guerre, la privatisation des quelques profits qui restent et la nationalisation des pertes qu'il faut néanmoins assumer et combler. Donc cette stratégie sur le plan européen est une stratégie qui ne nous convient pas. J'ai noté des éléments d'inflexion depuis un certain nombre de mois. D'abord, nous avons, avec Fleur Pellerin, lorsqu'elle était ma ministre déléguée, saisi l'autorité de la concurrence qui a admis la nécessité, l'utilité, en termes d'intérêt général, de faire cesser la concurrence par les infrastructures en permettant la mutualisation des moyens d'émission de télécommunications, permettant une sorte de partage du territoire. Cet avis de la concurrence, qui a maintenant 1 an, nous permet de fonder juridiquement un certain nombre d'évolutions dans les mentalités des différents opérateurs, et y compris des autorités de la concurrence européenne. Nous attendons une décision, je crois, au mois de juin sur la situation allemande de la Commission européenne, de la direction de la concurrence. Je crois qu'il y a un autre cas d'ailleurs, il n'y a pas. Pardon? Et l'Irlande, voilà, j'avais peur de me tromper. Ce sont des décisions qui peuvent en effet montrer une évolution de la doctrine européenne en la matière, et elle serait la bienvenue. Voilà. Donc la position du gouvernement, Axel Lemaire vient d'arriver, il travaille avec moi sur ces sujets, c'est une position consistant à favoriser la consolidation. Je veux dire aux associations de consommateurs, comme aux parlementaires que vous êtes, que la consolidation et le retour à 3 opérateurs n'est pas synonyme d'entente. Il y a des ententes à 4 et il peut y avoir de la concurrence à 3. Il y a eu des ententes qui ont d'ailleurs été, à juste titre, sanctionnées par l'autorité de la concurrence sur des faits qui remontent à 10 ans, à l'époque des 3 opérateurs Orange, historique, France Télécom, SFR et Bouygues. Nous imaginons que le maintien, le free, qui est un peu le disruptif des 3 opérateurs, maintiendra une pression sur les prix, tout en favorisant un renforcement, une consolidation de nos opérateurs au plan national, préparant la consolidation au plan européen que nous appelons au gouvernement de nos vœux et sur laquelle nous travaillons en laissant bien sûr les opérateurs mener leurs opérations. Nous ne sommes pas intrusifs dans leurs choix stratégiques, même si nous sommes intéressés par les décisions qu'ils prendraient. J'ai noté que le rapprochement SFR numéricable n'a pas permis cette consolidation à 3. Donc le problème reste, que je viens d'évoquer, les problèmes que j'ai évoqués restent devant nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'incite publiquement les opérateurs à chercher les voies et les moyens d'un rapprochement autant qu'ils le pourront selon les combinaisons qu'ils voudront bien eux-mêmes imaginer. Voilà, je crois, en termes résumés, ce que je peux indiquer à la Haute Assemblée sur les points qui sont en discussion publique, mesdames et messieurs les sénateurs. Je vous en prie, madame. Bienvenue d'abord au Sénat pour votre première venue. Vous avez
parole. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Excusez-moi pour mon retard. En fait, le bizutage a déjà eu lieu puisque je sors d'une précédente audition concernant la gouvernance de l'Internet et c'est ce qui explique la raison de mon retard. Oui, Alors, les cultureux sont toujours bavards. Continuez. N'en pas douter. Donc je ne sais pas ce qui a été dit, j'espère ne pas me répéter avec Arnaud Montebourg, mais je pense que la raison de cette convocation, elle est toute légitime. C'est face au constat de possible concentration dans le secteur des télécoms français, face aux annonces d'une réforme des territoires qui oblige à poser la question du rôle des départements qui ont un rôle fondamental, notamment dans la mise en œuvre du plan France très haut débit. Désormais, face à la réorganisation institutionnelle des régions, des questionnements s'expriment pour savoir dans quelle mesure, et c'est ce dont je serai amenée à parler sans doute plus spécifiquement, le plan France très haut débit, le déploiement d'Internet en très haut débit sur les territoires français peut être remis en cause. Plus spécifiquement, à mon sens, deux questions que j'estime là encore tout à fait légitimes de la part des élus de manière générale et des parlementaires en particulier, que sont dans la zone AMI, qui est la zone des 53% où les opérateurs privés sont autorisés à déployer la fibre optique dans le cadre de contrats passés avec l'État et les collectivités territoriales. Est-ce que des concentrations dans le secteur des télécoms vont remettre en cause les engagements d'investissement acquis de la part des opérateurs télécoms? C'est en particulier le cas pour les zones câblées, puisque le très haut débit y est dans une certaine partie déjà présent et que certains opérateurs pourraient être tentés, du fait du jeu de la concurrence des infrastructures, de déployer tout de même la fibre. Et puis la question des zones blanches, qui reste un sujet, et là aussi tout à fait légitime. Est-ce que les 47% de zones où ce sont les autorités publiques et les collectivités locales qui ont le rôle d'intervenir pour assurer le déploiement du très haut débit, eh bien, dans ces zones, est-ce que le plan très haut débit sera remis en cause? Est-ce que l'investissement de l'État et des collectivités est menacé, ce qui menacerait potentiellement l'engagement du président de la République de déployer la fibre optique à l'échelle des territoires d'ici 2023. Eh bien, je pense qu'il faut à la fois être lucide sur la situation et en même temps la relativiser pour ne pas inquiéter ni les consommateurs ni les investisseurs. Nous sommes à une période charnière où il faut être en mesure de continuer à convaincre les opérateurs de venir investir sur nos territoires. L'État s'est engagé très fortement à hauteur de 3,3 milliards d'euros de subventions. C'est le plus grand chantier d'infrastructure de ce début du siècle. C'est le grand chantier d'infrastructure du quinquennat. Toutes les études économiques prouvent que l'arrivée du très haut débit et a une corrélation directe avec la création de valeur économique et donc la croissance et la création d'emplois. Et de ce constat, il n'est pas question de remettre en cause l'engagement de l'État pour le plan France très haut débit. L'engagement de l'État et l'engagement des opérateurs dans la mesure où ce sont déjà 3 milliards d'euros qui ont été investis en l'espace de peu de temps par les opérateurs des télécoms en France pour le déploiement dans le cadre de ce plan. C'est un plan qui a un cadre souple, qui s'appuie avant tout sur le dialogue entre les acteurs, dialogue qui est animé par la mission France très haut débit hébergée à Bercy et qui fait ses preuves
il n'est plus question d'une opposition principielle entre d'une part les opérateurs et de l'autre les collectivités locales avec l'État qui se poserait en arbitre. Désormais, le dialogue prime et cela est efficace puisque un certain nombre de projets, notamment de départements, ont déjà été validés et des accords de principe, des engagements de l'État trouvés. Donc, le cadre de ce plan très haut débit, il est souple, puisqu'il permet aux opérateurs privés de mettre en commun leurs capacités financières au service de la construction de nouvelles infrastructures en fibre optique. Et il est aussi souple parce qu'il permet aux opérateurs privés et aux collectivités de couvrir le plus rapidement possible les zones prioritaires, qu'elles soient dans les zones qui seront couvertes par les opérateurs privés ou par ces collectivités. Zones prioritaires, au premier rang desquelles les écoles. Et avec Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, nous avons récemment lancé le plan École connectée, puisque nous avons tout à fait conscience de la nécessité d'avoir des écoles qui ont accès à Internet pour assurer l'enseignement numérique de nos enfants. Alors cette démarche de dialogue, elle porte ses fruits, je l'ai dit, 54 dossiers déposés à ce jour pour un soutien au titre du FSN qui permettront d'offrir à 4 millions de foyers l'accès au très haut débit et à 600 000 foyers un meilleur débit par la réalisation d'opérations de montée en débit sur le réseau de cuivre. C'est là une demande répétée de la part de certains élus. C'est vrai que moi, quand je me déplace dans les territoires, on me dit, vous savez, le très haut débit par la fibre, au fond, nous, ce qu'on veut, c'est Internet. Et c'est effectivement quelque chose que le gouvernement doit être en mesure d'entendre. Et donc, nous ne refusons pas, par principe, l'idée d'un mix technologique, par pragmatisme et par mesure de réalisme au vu de l'urgence à combler la fracture numérique. Pour autant, il n'y a aucune remise en cause de l'objectif politique affiché dès 2012 et l'arrivée au pouvoir du président de la République, qui est le déploiement du choix technologique qui a été opéré par la France, qui est celui du déploiement de la fibre optique. Le volume global d'investissement au total correspond à 7 milliards d'euros à ce jour, ce qui signifie que 3,2 millions de logements peuvent accéder au très haut débit, dont 600 000 hors des zones les plus denses du territoire. Une dynamique a été initiée, elle est engagée, il faut veiller à ne pas l'enrayer. Donc le gouvernement est vigilant à ce que la concentration qui vient d'avoir eu lieu dans le fixe bénéficie à tous et que les engagements qui ont été annoncés lors du rachat de SFR soient mis en œuvre. Cela signifie 450 millions d'euros supplémentaires de la part de SFR Numéricable en 2015, 2016, 2017 dans le plan France Très Haut Débit pour les zones denses et 50 millions d'euros supplémentaires pour amorcer l'arrivée des grands fournisseurs d'accès à Internet sur les réseaux public. Le gouvernement reste très vigilant à ce que ces engagements d'investissement dans le plan France Très Haut Débit soient respectés. Nous travaillons également avec les acteurs sur les conditions qui permettront à la dynamique en cours de s'accélérer au profit des territoires. Pour cela, il faut adapter l'environnement réglementaire, notamment sur l'accès aux immeubles pour la fibre, afin que la réglementation applicable à la fibre ne soit pas pénalisante par rapport à d'autres moyens technologiques. Il faut aussi permettre la constitution de montages avec des investisseurs de long terme pour accompagner l'accélération de l'investissement des opérateurs. Le gouvernement y réfléchit. Comment permettre que la concurrence entre infrastructures se fasse au bénéfice des usagers et non pas au détriment des engagements d'investissement de la part des opérateurs. Donc le plan doit permettre de répondre à des besoins prioritaires. D'abord, il fait porter un effort particulier pour le raccordement des entreprises et des services publics. J'ai déjà parlé des écoles. Et il apporte des réponses ciblées
à certains besoins en prenant partie du mix technologique, en recourant notamment à des solutions de montée en débit pour apporter une réponse rapide dans les territoires les moins favorisés. Voilà pour un aperçu d'ensemble de la démarche du gouvernement qui consiste non pas à remettre à plat le plan France très haut débit, bien au contraire à rassurer les usagers comme les opérateurs sur la volonté du gouvernement d'atteindre dans les temps l'objectif qui a été visé. Il faut simplement tenir compte à la fois des conséquences possibles de la concentration du secteur comme de la réforme des territoires sur ce plan, et donc en particulier de trouver des outils de financement qui soient peut-être innovants dans le paysage des télécoms et qui permettent de répondre à des besoins spécifiques, notamment ceux identifiés sur les zones denses. Je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions et notamment au rôle que pourraient jouer les grandes plateformes numériques dans ce nouveau paysage des télécoms et paysage institutionnel français. Merci Madame la Ministre. On va donner la parole à Monsieur Pierre Hérisson, co-président du groupe d'études de Poste et Télécommunications, et peut-être à la suite au président de l'AVICA, s'il veut que ces deux premières interventions soient couplées. Mais Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, je vous avais écrit justement parce que suite aux différentes auditions, nous nous sommes posé des questions. Est-ce qu'on ne doit pas revisiter, sans parler des objectifs qui doivent rester les mêmes, vu la technologie qu'on nous a développée, en tous les cas lors des auditions par Numéricable et SFR, est-ce qu'il n'y a pas des priorités à changer dans les zonages, etc. Enfin bon, on en reste là pour le moment. Je suis persuadé que... Monsieur Pierre Hérisson. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Je crois que nous pouvons, quelles que soient nos sensibilités politiques ici, souscrire à l'essentiel de ce que vous avez dit, et l'un et l'autre. Je serais tenté de dire, pour être ici en charge et en différentes responsabilités de ce sujet depuis 1996, d'avoir connu des étapes plus ou moins inquiétantes. Vous en avez rappelé une tout à l'heure, Monsieur le Ministre, c'est l'autorisation qui a été donnée au 4e opérateur, qui a eu pour effet catastrophique de diminuer ou de diminuer de l'essentiel de leur capacité d'investissement les opérateurs, l'opérateur historique et les nouveaux entrants. Et puis l'évolution technologique qui nous a éloignés de certaines idéologies pour nous amener à ce que j'appellerais, à la suite de l'audition des 4 opérateurs et de la rencontre que nous avons avec vous ce soir, de dire que le bon sens est en train de l'emporter sur un certain nombre de sujets qui étaient beaucoup trop orientés vers le tout ou rien. J'en voudrais pour preuve le courrier que nous avait adressé en son temps, je crois que c'est au mois de septembre de 2013, de Madame Fleur Pellerin, qui dans un paragraphe de sa lettre dit tout simplement « Il y a la fibre optique bien sûr, mais il y a aussi les autres technologies ». Et je crois qu'on est aujourd'hui dans une logique de complémentarité pour assurer la couverture du territoire et que la promesse électorale qui a été faite par les 2 principaux candidats, en tout cas ceux du 2e tour, à l'élection présidentielle, l'un proposant la fibre de bout en bout sur le territoire en 12 ans et l'autre en 10 ans, nous avait éloigné un peu de notre capacité d'investissement, de la réalité, et d'une réalité qui est plus qu'évidente, qui consiste, sans faire un rappel qui remonte à la préhistoire, mais de rappeler que la France, par son service universel, qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui est maintenu par l'opérateur historique, a réalisé la totalité, on va l'appeler, du cuivrage, ou je ne sais pas quel mot il faut employer, mais enfin du réseau cuivre, qui permet le service universel sur notre territoire, dans un échange donnant-donnant avec le monopole. Et si France Télécom, en son temps, a pu réaliser sans aide publique, à l'exception
de la mise en souterrain des réseaux, qui a pour l'essentiel été portée par les collectivités. On peut dire que tout ça s'est réalisé avec l'argent des consommateurs, certes s'ils n'étaient pas considérés tout à fait comme tels à l'époque du monopole, et que l'évolution, curieusement, alors que les opérateurs sont aujourd'hui sur le marché de la concurrence et du privé, on voit arriver une obligation qui pourrait être faite d'assurer la couverture d'une partie, presque 70% du territoire, donc en dehors des eaux d'Aby, et qui devrait être couverte avec de l'argent public. Et je crois que le moment est venu d'avoir un peu plus de réalisme sur ce projet et que la priorité, ça doit être de trouver les moyens et de donner les moyens aux opérateurs d'assurer la couverture et l'ensemble des réseaux du territoire, partout où cela est possible, et de laisser les collectivités en complémentarité de ce qui ne peut être fait par l'équilibre économique des opérateurs et non pas l'inverse dans lequel nous nous sommes un peu peut-être trop vite engagés à considérer que les réseaux d'initiative publique étaient au même niveau que les obligations des opérateurs, alors que pour moi et pour beaucoup d'entre nous, les collectivités sont là pour assurer une accélération ou un délai plus court de réalisation de couverture du territoire. Et je pense que sur ce plan-là, il faut corriger, me semble-t-il, les objectifs. Alors, sans vouloir être trop long, mon collègue Bruno Retailleau, également spécialiste dans ce dossier, qui ne peut pas être là cet après-midi, et pour en avoir discuté entre nous, nous avons une question. La première question, elle a déjà largement été évoquée par vous-même, et qui consiste évidemment à voir si le plan national du très haut débit doit être remis en cause ou tout du moins modifié, corrigé, réorienté, surtout avec l'arrivée du projet de fusion des deux opérateurs et d'une situation un peu à l'allemande, si vous m'autorisez cette comparaison, puisque les Allemands n'ont pas choisi la fibre, ce qui ne les empêche pas de déployer de la fibre, mais ils utilisent le coaxial pour le parcours terminal qui leur permet très rapidement ou beaucoup plus rapidement de couvrir avec un débit raisonnable de 50 mégabits moyen sur l'essentiel du territoire, avec une particularité qu'ils n'ont pas à gérer, c'est que la France est dans une situation de 80-20 de population sur le territoire, 80% sur 20% du territoire, et par voie de conséquence l'inverse. Ils sont dans une situation de 40-60 de présence sur le territoire, qui est plus facile à mettre en œuvre pour les équilibres économiques. Donc ma première question, c'est le plan national du très haut débit. Dans quelle mesure, et compte tenu des éléments nouveaux, comptez-vous le réorienter? Et puis la deuxième question, elle va à une proposition que fait Bruno Retailleau maintenant depuis un certain temps, la constitution d'une agence numérique qui est défendue depuis longtemps par lui et par d'autres dans cette maison, et qui avait été proposée à Madame Fleur Pellerin en son temps, c'est-à-dire début de l'année 2013. Voilà ce que je pouvais dire comme coprésident du groupe d'études sur numérique et plus particulièrement sur le déploiement des réseaux. Et Madame la ministre, Madame le maire, merci de l'exposé de tout à l'heure que vous avez fait devant une autre commission sur la gouvernance Internet. Je crois que pour avoir été plusieurs fois aux États-Unis sur ce sujet, vous avez parfaitement intégré les difficultés de cette opération et je tenais à vous en remercier. Merci, Monsieur Rome. Bien, merci, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, Messieurs les présidents, chers collègues. Je ne partagerai pas, bien entendu, complètement, vous l'avez compris, l'analyse de Pierre Hérisson, bien que j'ai longtemps travaillé à ses côtés sur l'écosphère du numérique. Je me retournerai vers mon collègue Leroy, qui, en son temps, a permis aux collectivités territoriales d'agir dans le déploiement des réseaux numériques, et nous en sommes quasiment au 10e anniversaire, et je dirais, messieurs les ministres, à la croisée des chemins. Le plan national très haut débit a produit des effets très largement positifs, puisque, à aujourd'hui, 64 collectivités, vous l'avez souligné, Madame la ministre, ont adopté un schéma d'aménagement numérique. Une dizaine d'entre elles ont passé des marchés subséquents de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros par département pour déployer des réseaux. Cela a été rendu possible grâce à l'accélération du plan France national très haut débit, qui a mobilisé aujourd'hui les 900 millions d'euros qui étaient disponibles au titre du grand emprunt et qui aujourd'hui, en fait,
sont largement dépassées puisque il s'agit de plus de 1 milliard d'euros qui font l'objet d'attributions aux collectivités territoriales. Quand je dis que nous sommes à la croisée des chemins, j'ai bien entendu les propos positifs de Madame le maire qui nous a déjà indiqué, c'est la deuxième fois au moins dans des lieux intéressés au sujet, à la sécurisation des 3,3 milliards d'euros pour poursuivre le déploiement du plan France Très Haut Débit. Sauf que aujourd'hui, mon collègue Leroy, comme l'ensemble de mes collègues, n'ont pas trouvé trace encore dans les lignes budgétaires des lois de finances de ces engagements. Il y a donc nécessité à consolider par des engagements précis sur les lois de finances les engagements de l'État pour que les collectivités territoriales qui frappent déjà au guichet du Fonds de la société numérique puissent trouver une issue positive à leur dossier. Donc, croiser des chemins parce qu'il faut consolider, parce qu'il faut aussi, comme l'a répété à juste titre, pardon, moi aussi j'arrive à me tromper, comme l'a fait le ministre à la VICA sur le désir, il faut également consolider les opérateurs qui, nous partageons l'analyse du trouble apporté par l'introduction du 4e opérateur et qu'il faut consolider la filière si on veut la rendre plus efficace et si on veut aussi, surtout, que les opérateurs puissent tenir les engagements qu'ils ont contractualisés sur les zones amies. Et leur difficulté de dégager des investissements nécessaires, je le sais, doit vous interpeller. Je voudrais poser la première question. Qu'en est-il des véhicules financiers susceptibles d'être mobilisés au profit des opérateurs pour qu'ils puissent tenir leurs engagements sur les zones amies? Ils en ont le plus grand besoin aujourd'hui. Ensuite, je reviendrai sur le terrain qui m'est le plus cher, celui des collectivités territoriales, mon cher Pierre, en indiquant que les évolutions de la réforme territoriale inquiètent au plus haut niveau l'ensemble des collectivités territoriales qui se sont engagées et ont mobilisé des fonds significatifs et qui ont créé certaines structures. Donc leur inquiétude est double, à la fois en termes financiers, quel sera leur devenir, et essentiellement aussi en matière de gouvernance. Qu'en sera-t-il des syndicats mixtes ouverts que la plupart des collectivités départementales ou régionales ont mis sur pied pour accompagner l'effort du gouvernement? Quand on sait que les frontières entre départements, appelés selon l'information du matin à disparaître dans un délai aujourd'hui fixé dans des engagements, l'engagement des régions qui elles-mêmes sont bouleversées dans leur architecture, et je n'ajouterai pas la couche des intercommunalités qui sont elles-mêmes appelées à bouger. Simplement, Monsieur le Ministre, je voulais déjà signaler à de nombreuses reprises cet objectif que seuls les opérateurs privés ne pourront jamais atteindre. Pour que l'objectif présidentiel soit tenu, il faut que l'ensemble des échelons territoriaux se mobilisent. Je vais citer quand même un exemple. La plupart des projets que l'on analyse bénéficient des fonds du FEDER, bénéficient des fonds de la société numérique, bénéficient de la mobilisation des financements régionaux, bénéficient de l'engagement des départements. 64 d'entre eux sont engagés dans le sujet. Mais ce n'est pas suffisant. Pour parvenir à l'équilibre financier, il faut appeler l'échelon communal ou intercommunal. Donc, vous comprenez bien que les évolutions qui sont devant nous risquent d'inquiéter, de retarder, de freiner l'appétence de bon nombre de collectivités et donc retarder la tenue de ces objectifs. J'aurais une deuxième question. J'ai entendu que vous évoquiez les négociations avec Bruxelles. J'aimerais connaître quel sera le sort réservé au FEDER, qui est indispensable aussi également à la tenue des objectifs. Et puis aussi, vous avez abordé les difficultés liées aussi à la notification européenne des investissements parfois des collectivités sur le LFO, zone aujourd'hui réservée à l'opérateur historique. Voilà, Monsieur le Ministre, je réitère mon propos. Nous sommes à la croisée des chemins. Les collectivités territoriales ont besoin d'être sécurisées dans l'engagement massif qu'elles ont opéré sur cette priorité affichée par le Président de la République. Bien. Madame et Monsieur les ministres, la parole est à celui qui la demande ou qui la prend. C'est Axel Lemaire qui est chargé,
dans l'organisation du ministère de mettre en œuvre le plan très haut débit, et je l'en remercie, parce que c'est un travail considérable, très important. En plus, c'est important d'écouter les territoires, leurs représentants que vous êtes. Je voudrais peut-être dire 2 mots avant de lui laisser la parole pour qu'elle entre dans le détail sur l'esprit dans lequel nous travaillons. Nous souhaitons faire aboutir ce plan THD. Ça vous a été dit par moi-même à la VICA, ça vous a été dit à l'instant par Madame Axelle Lemaire. Nous souhaitons faire aboutir. Les événements dans l'ordre des opérateurs qui n'ont pas terminé de se produire ne doivent pas affecter notre détermination. Donc nous avons une vision pragmatique de ce projet qui est ambitieux et nous souhaitons, donc nous avons notre cap, le chemin, les moyens, la marche en avant et y compris les réformes de toute nature ne doivent pas perturber cet objectif. C'est une mobilisation nationale, c'est la compétitivité du pays qui est en jeu, c'est la capacité dans un pays qui s'interroge beaucoup sur sa géographie, son espace et son utilisation spatiale. Pourquoi? Parce que nous avons une démographie en croissance considérable par rapport à d'autres pays européens. Nous avons aujourd'hui un exode urbain qui se note dans les campagnes. On a connu, moi, dans mon enfance, d'autres dans leur adolescence, des exodes ruraux. Et aujourd'hui, vous avez 10 millions de Français qui déclarent vouloir partir vivre à la campagne. Ils ne veulent plus s'entasser dans les métropoles et les villes. Donc, il est évident que pour la compétitivité de notre pays, la mutation des modes de travail, des changements de société, la révolution numérique en cours, où vous n'aurez pas que des êtres humains, plusieurs milliards d'entre eux sont déjà connectés sur Internet, vous allez avoir 50 milliards d'objets qui vont être connectés sur Internet, qui vont être dans l'environnement du quotidien, où il sera possible de s'éduquer à distance, de se soigner à distance, de travailler à distance, bref, de vivre autrement. La France dispose d'atouts extraordinaires. C'est la raison pour laquelle le plan THD est pour nous un objectif stratégique. Donc, réforme du département, modification de la carte des régions, consolidation des opérateurs, nous prendrons les moyens pour ne pas se démobiliser. Voilà. Et quand, en effet, les remarques ont été faites sur où est le public, où est le privé, je vais vous dire, quand on va consolider à 3, on va donner de la force aux opérateurs. Eh bien, en contrepartie, on va leur demander de pousser les limites. On va pousser les murs et les frontières, M. Hérisson. On va leur demander d'un tout petit peu, un petit bout en plus, comme on dit dans mon pays. Même un gros... Non, mais quand on dit un petit bout, en fait, c'est le morceau qu'on prend. On prend tout le monde. On prend tout le sauciflard. Hein, si je peux me passer cette expression un peu familière et triviale. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et tout le monde comprend. Ça veut dire que nous allons demander aux opérateurs en contrepartie d'être nos investisseurs d'intérêt général. Et on va essayer d'éviter les doublons. On va optimiser le câble existant. Après tout, soyons intelligents. On va essayer de faire en sorte que chacun se répartisse. On va utiliser finalement l'avis du Conseil de la concurrence sur la mutualisation des moyens des investissements. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que nous allons continuer ce travail avec vous. Je vais laisser la parole à Axelle Lemaire pour qu'elle donne les voies, les moyens, les détails, qu'elle réponde plus précisément. Mais voilà notre vision politique. Juste une petite remarque pendant que Madame le maire se prépare. La discussion que nous avons eue lors des auditions, c'était que, en gros, ce qui nous a été dit en tous les cas dans les zones denses, c'est que la mutualisation était le cancer, qu'ils n'allaient pas survivre si on leur imposait la mutualisation. Alors, j'aimerais bien comprendre ce qu'il y a là derrière. C'est bien ce qu'on nous a dit aux auditions, hein, Pierre. Et donc, Madame la ministre, vous avez la parole. Oui. Il m'arrive d'écouter, Pierre. D'abord, pour répondre aux interrogations soulevées par Monsieur le sénateur Pierre Hérisson, vous parlez de la complémentarité entre le rôle de l'État, des collectivités d'une part et le secteur privé de l'autre, et c'est bien cette complémentarité qui est au cœur de l'esprit du plan France très haut débit. Et de dire cela, ce n'est pas faire preuve de naïveté. Naturellement, il faut maximiser l'investissement des opérateurs privés.
Et de toute façon, dans le plan tel qu'il a été défini, et ça reste vrai aujourd'hui, c'est l'investissement privé qui porte l'essentiel de l'effort. Et il n'y a pas de remise en cause du plan en ce sens. Seulement le gouvernement reste et doit rester très vigilant sur les engagements pris par les opérateurs. Et c'est notamment vrai pour Numéricable SFR. À ce titre, par exemple, je vois M. Drahi ce jeudi et cette question sera bien entendu au cœur de notre discussion. Mais il serait difficile de pousser tellement les opérateurs à s'engager fermement sur leurs investissements sans que le gouvernement n'entende les difficultés rencontrées par les opérateurs en ce moment du fait de la diminution de leurs marges. Donc nous devons aussi les aider dans la faculté, dans la nécessité de retrouver des marges. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut, avoir une vision très européenne de ce sujet dorénavant. Là, on parle des concentrations dans le secteur en France, mais la question se pose aussi des concentrations au niveau européen. C'est Angela Merkel qui pose la question, d'ailleurs, étonnamment ou paradoxalement, puisqu'elle remet elle-même en cause, et pour la première fois, la manière dont le droit de la concurrence a été appliqué au niveau européen, en considérant que cela a affaibli la position de nos acteurs industriels dans le secteur des télécoms. Il y a une crainte qui est réelle que nos opérateurs prennent du retard dans le déploiement des infrastructures, notamment par rapport aux États-Unis et à l'Asie. Il faut à la fois entendre cette crainte et puis en même temps peut-être la relativiser un petit peu parce que le taux d'effort des opérateurs, c'est-à-dire leurs investissements ramenés à leur chiffre d'affaires, il est comparable à celui des opérateurs américains, ce qui conduit à un niveau d'investissement qui est en réalité en forte progression depuis les 3 dernières années. Mais cet effort, je l'ai dit, il doit être maintenu et il doit être amplifié. Pour cela, il doit être financé. Ça pose la question de la soutenabilité dans un contexte de baisse des revenus. Donc là, c'est d'où le sujet de la stabilisation du secteur et de sa concentration ou de la mutualisation des infrastructures. C'est dans ce contexte qu'ils sont essentiels pour que les opérateurs retrouvent les marges nécessaires et pour faciliter leurs investissements, eh bien, nous encourageons le partage de la charge d'investissement prévue pour le déploiement de la fibre et nous encourageons le recours à la mutualisation des réseaux mobiles. Cela étant dit, je continue à penser que le problème que vous avez identifié, il est somme toute circonscrit et il ne faut pas le surestimer. Nous parlons non pas des zones où l'investissement est déjà présent ou alors où les garanties, les engagements sont très fermes et ne seront pas remis en cause. Au contraire, qui sont les zones très denses. Nous ne parlons pas des zones d'intervention publique, nous parlons des zones d'AMI, qui sont des zones relativement moins denses dans les zones d'initiative privée qui sont, elles, non câblées. Cela concerne approximativement, mais à vue de nez, 4 à 5 millions de prises, soit environ 1500 communes. Et c'est là que la vigilance toute particulière de l'État doit s'exprimer et que des moyens de financement nouveaux doivent être trouvés pour permettre d'accompagner les opérateurs télécoms dans leurs efforts d'investissement. Soyez assurés que le gouvernement est très actif sur ce sujet. Monsieur le sénateur Yves Romme, vous avez parlé de la nécessité de consolider les engagements de l'État sur les 3,3 milliards d'euros qui ont été annoncés. Je puis vous assurer que ces engagements sont fermes, mais je comprends tout à fait votre souci et vous avez raison de vouloir les retrouver dans le dur de la loi budgétaire. Donc je m'assurerai donc que cet engagement est non seulement tenu, mais lisible rapidement au plan budgétaire. Le président de la République s'y est engagé et Arnaud Montebourg et moi-même veillons à la mise en œuvre de cet engagement budgétaire.
vous avez aussi exprimé des inquiétudes quant à la gouvernance, notamment des syndicats mixtes ouverts dans le cadre de la réforme des territoires, qu'ils soient départements ou régions. Alors, le plan, au fil des années, a su s'adapter à des changements institutionnels que ce soit les fusions d'agglomérations, les communautés de communes, ont finalement été assez nombreux. Il fallait tout de même répondre à cette préoccupation particulière du statut des SMO, notamment du fait de certaines configurations en Bretagne, par exemple, où une région s'engage sur l'exploitation du réseau et que les départements individuellement se sont engagés sur la construction des infrastructures, avec une division donc infrastructure et exploitation du réseau. Et c'est du fait de ce type de configuration il avait été décrété par le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des collectivités locales que la compétence n'est pas sécable. Ce principe selon lequel la compétence des territoires n'est pas sécable, il va se retrouver dans le projet de loi de décentralisation, simplement avec une exception qui concerne les syndicats mixtes ouverts lorsque ceux-ci sont d'envergure départementale ou régionale. Il y a déjà une prime au projet dans le cadre du plan très haut débit qui ont fait l'effort, qui doit être salué et reconnu par l'État, de réunir les compétences entre départements pour accéder à des niveaux d'échelle de mise en œuvre du plan qui permettent d'être suffisamment intéressants, notamment pour les opérateurs télécoms, pour attirer leurs investissements. Eh bien, c'est pour répondre à cette préoccupation toute particulière que la loi va introduire une exception à destination des SMO lorsque un conseil général ou une région est membre du syndicat mixte. Donc dans ce cas-là, il est possible que le SMO bénéficie d'une délégation de toute ou partie de la compétence, mais ces sujets seront soumis à discussion parlementaire dans le cadre de l'examen de la loi sur la décentralisation. Finalement, la question du FEDER, elle est là aussi essentielle parce que nous avons parlé des sources de financement en provenance des opérateurs privés, nous avons parlé de l'engagement des collectivités locales, de celui de l'État, il y a aussi celui qui vient de l'Europe. Et le fonds du FEDER visant à un aménagement équilibré des territoires à l'échelle européenne joue un rôle essentiel en cela. Il est vrai que l'État compte beaucoup sur le soutien du FEDER pour la mise en œuvre du plan très haut débit. Vous posez cette question parce que un commissaire européen a émis l'idée que ce n'est plus le FEDER, mais le FEADER, donc le fonds agricole, qui pourrait être appelé à financer le plan France très haut débit. Et de manière générale, tous les plans de déploiement de l'Internet dans les territoires nationaux. Alors, sur ce sujet, le gouvernement a entendu les préoccupations que vous avez soulevées, qui sont très légitimes. Nous en avons fait part rapidement à la Commission, avec d'ailleurs, je tiens à le souligner, le soutien très actif de la commissaire en charge du numérique, Nelly Crous, sur ce sujet. La décision devrait nous être favorable, sans que je sois à ce jour en mesure de la confirmer totalement. Il semble en tout cas que la question de la nécessité de pouvoir utiliser le FEDER au moment d'examiner les projets soumis dans le cadre du plan France très haut débit soit de nouveau ouverte. Donc c'est une avancée importante. Sachez en tout cas que le gouvernement est pleinement mobilisé sur le sujet. Je n'exclus pas de me rendre à Bruxelles pour rencontrer les commissaires concernés si des nouvelles contraires aux nouvelles assez rassurantes reçues récemment devaient tomber. Merci, Monsieur Leroy. Oui, en vous écoutant, Madame le ministre, Monsieur le ministre, je suis à la fois rassuré et inquiet. Je voudrais rappeler qu'il y a 10 ans,
J'étais à l'origine avec un de mes collègues de Normandie de l'article de loi qui permet aux collectivités locales de s'engager comme opérateurs, installateurs d'infrastructures, dans le but d'éviter la fracture numérique des zones les moins peuplées. Sans parler d'autres problèmes de fracture, mais c'était ça bien l'idée. Aujourd'hui, les technologies ont évolué et il y a toujours un risque de fracture numérique. Et ce risque naît en partie par cette idée de la mixité technologique. Moi, j'ai rien contre la mixité technologique. Je la pratique dans mon département où on utilise toutes les techniques, y compris satellitaires. Mais si on n'a pas en sous-bassement de nos stratégies d'infrastructure l'idée d'aboutir le plus rapidement possible à la fibre optique pour tous, comme on l'a fait pour la fibre en cuivre, nous allons courir et nous courons vers un nouveau risque de fracture numérique. D'autant plus, et vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, d'autant plus que les besoins en débit, en quantité de données vont augmenter considérablement, non pas seulement de la part des individus et des entreprises, mais de la part des systèmes d'objets connectés, comme on dit. Et donc les zones rurales auront les mêmes besoins en infrastructure et en technologie que les zones urbaines. Donc je me méfie, et je suis à moitié rassuré en vous écoutant. Il faut que le sous-bassement reste bien l'infrastructure en fibre optique le plus rapidement, l'infrastructure en fibre optique et pour tous, le plus rapidement possible, et si possible pour tous. C'est fondamental. Sinon, on va se perdre. On va se perdre dans des facilités qui feront en sorte qu'on va installer le provisoire pour longtemps et qu'on aura des zones à l'abandon. Voilà, j'aimerais que vous le répétiez, Monsieur le ministre, pour qu'il n'y ait pas confusion. Qu'il n'y ait pas confusion en disant aux zones rurales, ben écoutez, vous aurez peut-être quelque chose, mais rassurez-vous, le mobile, la 4G, la 5G, la 6G, vous permettront de vous passer d'un réseau fixe. Alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas, il y a nécessairement la présence d'un réseau fixe puissant pour soutenir un réseau itinérant, un réseau mobile puissant. Notre président, d'ailleurs, va rencontrer ce problème avec ces systèmes d'antennes. Il nous faut vraiment la fibre optique partout, pour tous, pour éviter au maximum le hertzien, si on veut passer aux problèmes de santé. Donc vous voyez, tout se tient. Ma deuxième question, en dehors des assurances que je souhaite, c'est que nous allons effectivement devoir reconsidérer un peu la façon de mobiliser le plan national haut débit, et nous allons devoir aussi un peu reconsidérer la façon dont on traite les réseaux câblés. Jusqu'à présent, les réseaux câblés n'étaient jamais traités, et du moins traités par-dessous la jambe. Et d'ailleurs, Numéricable, qui aujourd'hui est quand même à la tête d'un réseau de télédiffusion sur un très grand nombre de Français, c'est énorme le réseau Numéricable, c'est un réseau de télédistribution qui est en train progressivement de muter en un réseau de télécommunications. Et donc, quel est le statut juridique à terme de Numéricable? Est-ce que Numéricable doit s'ouvrir à la concurrence? Est-ce que Numéricable doit être régulé par l'ARCEP? Voilà des questions. Jusqu'à présent, on s'en était jamais soucié. Mais aujourd'hui, Numéricable, en rachetant SFR et sur ses propres réseaux, est en train de monter un vrai réseau haut débit sur son câble, et probablement, s'il est associé à SFR, va freiner SFR. Vous voyez, il y a toute une série de freiner SFR dans ses investissements, ben, c'est évident. Et réfléchissez un peu. Donc, Monsieur le ministre, Madame le ministre, d'abord, Monsieur le ministre en second, quel est le statut? Moi, je ne suis pas un homme violent pour les statuts, mais quel est le statut de Numéricable maintenant vis-à-vis de l'ARCEP, vis-à-vis des télécommunications? C'est un vrai opérateur de télécommunications. Merci. Monsieur le ministre, je crois que vous avez une contrainte horaire, mais avant, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, je voudrais...
vous rappeler un certain nombre de choses que Axel Lemaire a déjà fort bien exposées. Vous dire que notre objectif, c'est pour tous. Et si nous demandons aux opérateurs la fibre pour tous, voilà, si nous demandons aux opérateurs un effort d'investissement, si nous mettons tant d'énergie à préserver ce secteur, le réguler de façon intelligente, malgré une ARCEP qui a une vision idéologique que j'ai maintes fois critiquée et condamnée publiquement, ce qui nous a au moins permis, nous, ministres en charge du numérique, de la communication, d'obtenir le silence d'une autorité régulatrice qui se prenait pour le ministre, chacun son métier, hein, le Parlement contrôle, le gouvernement agit, l'autorité indépendante régule. Mais qui définit les choix politiques? C'est encore ceux qui sont élus par suffrage universel ou qui sont nommés sous le contrôle de ceux qui sont élus. Bon, donc chacun, les moutons doivent être gardés au bon endroit. L'église restera ainsi au milieu du village. Alors, ça, c'est des formules un peu sénatoriales, monsieur. Ça, c'est pas gagné vu l'état des églises. Enfin... Ben, elles sont toujours au milieu du village, même si parfois il n'y a pas les crédits pour les rénover. Alors, trêve de plaisanterie, je veux répondre à monsieur Leroy en disant c'est notre objectif. Nous avons besoin d'allier, d'organiser l'alliance entre argent public, investissement privé. Dans l'argent public, collectivité locale, argent européen, argent de l'État. Dans les investisseurs privés, tout le monde. Et si avec ça, on n'est pas capable de couvrir la France entière, c'est que nous serions manchots. Donc notre objectif, c'est de le faire. Comment nous allons faire? On va s'unir dans un outil plus collectif, où on va se répartir les efforts. C'est ça l'état de notre réflexion. Vous nous dites, oui, mais attention, bon, voilà la première réponse. Réponse à votre première question. Oui, mais enfin, où en est-on avec le câble? Ça complique les choses. Il est vrai que les engagements qui ont été pris par les opérateurs ne sont pas respectés aujourd'hui, malgré leur bonne volonté, que je ne remets pas en question. Pourquoi? Mais parce qu'ils se font la guerre entre eux et qu'ils n'ont pas les marges pour investir. Donc, à part Orange qui arrive à suivre, vous avez une interruption du service public délégué de la fibre par l'investissement privé aux opérateurs, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, on leur demande de participer à l'intérêt général, qui est aussi leur intérêt. Eh bien, ils sont interrompus sur le territoire. Donc, nous, notre souhait, c'est que ces investissements reprennent. Voilà. Donc, c'est dans cet état d'esprit que nous travaillons. Je voudrais ajouter que l'affaire du câble ne nous empêche pas de nous poser ces questions. Donc, nous avons à décortiquer, en effet, les problèmes de concurrence sur le câble, comment, en effet, ceux qui n'accèdent pas au câble pourraient y accéder, alors qu'eux ont des demandes concurrentielles. Ce sont des points que nous avons soulevés, je le rappelle, dans la bagarre pour SFR entre Numéricable et Bouygues. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement a pris une position très claire et très ferme. On nous le reproche parce que le board de Vivendi a pris une autre décision. Mais cette affaire n'est toujours pas terminée. Il y a des problèmes de dette, il y a des problèmes technologiques, il y aura peut-être des problèmes de concurrence. Donc ces questions, elles sont devant nous, elles ne sont pas derrière nous. Et le gouvernement défend l'intérêt de tous les Français. Il ne prend pas des positions en fonction d'intérêts privés. Voilà. Parfois, l'intérêt général coïncide avec certains intérêts privés. Parfois pas. En tout cas, notre position est une position d'intérêt général. Donc nous avons dit, ce n'est pas l'intérêt général qu'on se retrouve dans cette situation. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Et on ne va cesser de le voir. Donc c'est à maintenant aux opérateurs de prendre leurs responsabilités et nous saurons les leur rappeler. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le sénateur. Je prie la commission de bien vouloir accepter ou excuser mon départ. Madame le maire va pouvoir poursuivre l'audition. En vous remerciant infiniment de votre tolérance. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Dillin. Merci, monsieur le président. Alors, ma question était pour Arnaud Montebourg, mais je vais poser la question donc à madame le maire. Dans le propos introductif que vous n'avez pas entendu du ministre Montebourg, le ministre a fait très clairement référence à l'échelle européenne, puisque dans les comparaisons entre le nombre d'opérateurs par habitant, l'unité de compte, si je puis dire, était la centaine de millions d'habitants. Or,
une des conclusions que je tire, moi, des auditions auxquelles nous avons pratiqué, c'est que les opérateurs, là, dans leur grande manœuvre, ont une vision, mais alors strictement hexagonale. Et l'Europe, l'échelle européenne, est complètement sortie des radars. Donc moi, je suis un petit peu inquiet, puisque en plus, on nous dit, et je le comprends, que l'aménagement du territoire sera fait aussi, et peut-être même surtout, par les investissements que le secteur privé est capable de mettre. Donc la question, est-ce que vous ne pensez pas... Alors, M. Montebourg a dit qu'il ne pouvait pas être intrusif, effectivement, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est souhaitable de favoriser l'échelle européenne de façon à effectivement avoir des capacités d'investissement et d'aménagement des territoires plus fortes? Merci. Madame la ministre. Et en même temps, peut-être une conclusion. Monsieur le sénateur Leroy, vous avez parlé du risque de fracture numérique. Et nous sommes très conscients de ce risque. C'est même l'objet même de la définition et de la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit que de créer un cadre dans lequel tous les acteurs amenés à jouer un rôle dans le déploiement d'Internet peuvent confronter leur stratégie afin que celle-ci se fasse au bénéfice de la couverture du territoire dans son ensemble. Donc, et loin de moi l'idée de minimiser le risque que vous soulevez. Il existe en particulier dans les zones blanches. Et l'identification de ces zones blanches, elle est ancienne et elle n'est pas née avec la naissance du dernier plan France Très Haut Débit annoncé en 2012. Aujourd'hui, je crois que sur les zones blanches, le temps peut être revenu d'un bilan par rapport aux engagements qui datent d'il y a plus de 10 ans. Est-ce que on peut, commune par commune, située dans des zones blanches, c'est-à-dire vraiment très mal couvertes et très mal desservies, essayer de voir où on en est, par exemple, même sur une couverture toute basique en 2G. On est très loin de la question du déploiement de la fibre. Mais je crois que ce bilan, là aussi, qui se veut très pragmatique et qui n'éloigne en rien de l'objectif technologique du déploiement de la fibre, est nécessaire, doit être fait. Je donne un exemple avec les rapprochements de communes. Des objectifs pour les zones blanches qui avaient été fixés il y a 10 ans concernant un bourg avec une obligation de couverture du centre-ville, du centre-bourg. Eh bien, avec des rapprochements de communes, on s'est rendu compte que le second bourg qui avait été fusionné n'était plus dans l'objectif de couverture de ces zones blanches, donc avec des trous, avec des zones vides. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un travail qui doit être entamé. Vous parlez du risque de fracture numérique. J'aimerais aussi parler du risque de fracture sociale, parce qu'on en parle plus rarement lorsque on parle de télécom. Or, aujourd'hui, sans doute plus encore qu'hier, l'impossibilité d'accéder à l'outil Internet est source de grande exclusion et facteur de discrimination, notamment pour la réinsertion sociale et pour la recherche d'emploi. Ce n'est pas un hasard si environ 20% des Français n'ont pas accès à Internet et ce chiffre double, donc monte à 40 pour ceux de nos concitoyens qui touchent moins de 900 € par mois. D'où l'intérêt de lier la question du déploiement de la fibre, donc des tuyaux, des infrastructures, avec celle des usages. Ce n'est pas un hasard si mon conseiller télécom est en charge des réseaux de communication électronique et de l'inclusion numérique. C'est aussi parce que je considère que l'État, comme les collectivités, comme les opérateurs télécoms, ont un rôle à jouer dans la diffusion des usages pour que Internet soit plus facilement accessible à tous. Cela dit, je suis désolée si je ne vous ai pas totalement rassuré
de constater que certaines zones restent des zones absolument non couvertes et de dire que là où il y a déjà beaucoup de câbles, là où il y a du cuivre, là où il y a de la 4G, peut-être qu'il faut moins jouer sur la concurrence des infrastructures et avoir une approche plus rationnelle du déploiement de la fibre. Ça ne remet aucunement en cause l'objectif de la fibre déployée à l'échelle du territoire d'ici 2023. Cet objectif n'est pas remis en cause. Monsieur Montebourg vous l'a dit. Je le répète, c'est important de l'entendre. Vous avez une question a été posée sur la régulation du câble, le statut de numéricable. Alors effectivement, il faut des règles équitables, quelles que soient les infrastructures de très haut débit en cause, que ce soit le câble ou la fibre. Et sur les investissements de numéricable, plus spécifiquement dans la fibre, nous devons faire confirmer les intentions de la société et notamment confirmer les engagements pris dans la zone AMI par SFR. Le statut de numéricable, c'est une question ouverte. Pour le moment, effectivement, l'entreprise n'est pas soumise à la même réglementation que les autres opérateurs. Donc, il faudra se poser cette question. Vous avez raison de la poser. Une question sur les concentrations en Europe. Il y a à la fois un discours de la part des opérateurs télécoms français qui est de dire si nos réductions de marge sont aussi drastiques alors même que nous étions des champions industriels il y a 10 ans, c'est notamment parce que l'Europe n'a pas eu de vision industrielle pour les télécoms et que nous avons été rattrapés par des stratégies de concentration d'autres opérateurs étrangers ou l'arrivée des plateformes du numérique et l'arrivée de services et d'usages à destination des consommateurs finaux avec un certain déni quant à du fait de nos formidables capacités de déployer toutes sortes de technologies par le biais des infrastructures pour apporter Internet. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je crois que le temps est venu pour la Commission européenne, pour les gouvernements, comme pour les opérateurs, de faire ce constat ensemble pour justement essayer de décliner une stratégie de concentration au niveau européen. Et c'est un discours que je tiens à l'égard de mes interlocuteurs français comme à l'égard des instances communautaires. À ce titre, la décision qui a été prise par la Commission européenne concernant les concentrations dans le secteur des télécoms en Allemagne et en Irlande, on peut penser que, a priori, le passage de nouveau à 3 opérateurs est perçu d'un œil favorable. C'est plutôt une bonne nouvelle si l'enjeu est effectivement de consolider les marges des opérateurs et d'avoir une stratégie européenne. Cela dit, quand on regarde la décision prise par la Commission, j'ai cru comprendre que des conditions étaient posées qui sont en réalité très rigides et qui placent la barre très haute. Par exemple, il faut qu'une capacité soit laissée aux opérateurs virtuels, donc à des opérateurs qui ne disposent pas de réseau à l'heure actuelle, de pouvoir intégrer ce réseau. Donc, ça veut dire que tout opérateur doit avoir le droit d'utiliser l'espace public hertzien dans le cadre des concentrations annoncées, mais qu'il faut quand même laisser une partie de cet espace public à des opérateurs qui pourraient arriver sur le marché. Donc, l'idée, c'est qu'on autorise 3, mais avec l'idée qu'un 4e doit pouvoir rentrer. Alors, est-ce qu'il y a un effet vertueux au plan de la théorie économique selon
lequel les règles de concurrence, la simple perspective de la potentielle arrivée d'un autre opérateur suffit à modifier le comportement des acteurs. Cela reste à vérifier. Seconde condition posée par la Commission européenne, si je ne m'abuse, il faut que des fréquences puissent être cédées aux nouveaux entrants potentiel. Donc là encore, l'idée est laissée ouverte de l'entrée de potentiels entrants. Quand on dit, et Angela Merkel le dit, qu'il faut revoir les règles de la concurrence au niveau européen, pour moi, c'en est l'illustration parfaite. J'aurais aussi pu parler des règles de la concurrence qui s'appliquent à l'heure actuelle aux opérateurs télécoms et non pas aux plateformes numériques, dont ce qu'on appelle les géants du Web 2.0, qui sont très généralement, exclusivement américains, et qui déploient des services dans une vision, dans une stratégie industrielle horizontale et échappent en cela à l'application des règles de la concurrence telles qu'elles sont appliquées en tout cas aux opérateurs télécoms traditionnels. Donc je crois que le temps est venu du déploiement d'une stratégie industrielle, mais pour cela il faut que les États soient très avenants, et ça sera le cas du gouvernement français face à la future Commission européenne qui doit être formée à l'automne, mais aussi des opérateurs télécoms privés. Donc soyez assurés que ce discours que je tiens devant vous aujourd'hui, je le tiens à l'adresse de tous les acteurs privés que je suis amenée à rencontrer. Pour moi, c'est absolument essentiel si l'on veut utiliser au mieux les 505 millions d'utilisateurs qui se trouvent sur le territoire européen, quand on sait que les opérateurs américains bénéficient de la même force de frappe chez eux. Merci madame. Et en tous les cas, sans doute, nous nous reverrons dans le cadre d'une proposition de loi bientôt qui vous concernera, au moins dans le domaine du numérique. Je parle du titre 2 de la PPL Onde, sur lequel d'ailleurs nous devons nous rencontrer, madame, si vous voulez bien m'accorder un rendez-vous. Je suis sûr que nous aurons des choses à vous proposer. Merci en tous les cas à tous qui sont restés, mais ce sont les meilleurs forcément. Et donc à demain aux membres de la commission. Voilà, vous avez donc pu suivre les auditions d'Arnaud Montebourg et d'Axel Lemaire devant la Commission des affaires économiques du Sénat sur les questions de numérique et de téléphonie mobile. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.